Je vous laisse juger mon style sur 10. Et attendez, vous pouvez reconnaître quand même l'effort, j'avais pas d'éventail, je l'ai fait en papier, exprès pour la vidéo. Hola, que tal? Como estas? Bon, la pratique n'est clairement pas là. Bon, vous m'avez demandé de faire d'autres vidéos de légendes urbaines. Et du coup, les gars, j'ai pour vous des pépites. Je vous ai préparé plein de légendes. Et est-ce que du coup, vous devinez le thème? Chers abonnés, je vous présente aujourd'hui des légendes urbaines espagnoles. Alors c'est parti, vamos a España. Non mais je rigolais pas, hein. On va vraiment en Espagne là. Oh, j'avais oublié. Mon éventail quand même. C'est parti. Le sanatorium de la Sierra Espuña. Le sanatorium de la Sierra Espuña est connu à l'échelle nationale. Beaucoup de personnes avides de sensations font des expéditions sur ce site dans l'espoir de croiser des fantômes. Situé sur les hauteurs du parc régional de la Sierra Espuña, l'édifice fut bâti au siècle dernier et son éloignement n'est pas le fruit du hasard. À l'époque, les traitements médicaux étaient si précaires et le taux de survie si faible que le rôle du sanatorium était principalement de contenir la maladie. Et comme à cette époque il n'y avait pas de remède miracle contre certaines maladies, énormément de personnes tombaient malades. Ainsi, il y avait un trop-plein de souffrants au sanatorium, et donc les malades agonisaient terriblement sur leur civière avant d'expirer leur dernier souffle. Il y avait tellement de cadavres en masse qu'un dépôt a dû être installé dans le cimetière d'Alhama. Mais grâce à l'évolution de la médecine, le sanatorium n'eut bientôt plus d'utilité et en 1960, il fut reconverti en orphelinat, puis en auberge de jeunesse, avant d'être définitivement fermé en 1995. C'est après son abandon et sa décadence progressive que les rumeurs d'apparition ont commencé à se faire entendre. Selon les témoignages, des personnes se sont retrouvées enfermées dans les salles, d'autres ont entendu des voix et certaines personnes ont même aperçu une dame blanche. L'un des cas les plus célèbres est celui d'un groupe de soldats qui, lors de manœuvres, ont été contraints de passer la nuit dans le sanatorium. Une ombre est apparue, le garde l'a interpellé et a fini par réveiller ses compagnons lorsqu'il a tiré des coups de feu sur une ombre d'apparence translucide de couleur verte. Ce lieu est tellement rempli d'événements inexplicables et surtout très tristes qu'on entend de nombreuses légendes urbaines à son propos. Cependant, dans toutes ces légendes, il y en a une qui est malheureusement très plausible. Cette légende prétend que les malades de sexe féminin furent l'objet d'expériences horribles et étaient abusés physiquement. On les éliminait en les plaçant dans les fours crématoires situés dans les sous-sols du sanatorium. En 2006, la Société espagnole d'investigation parapsychologie a réalisé une étude dans le sanatorium et a révélé quelques psychophonies, des enregistrements audio d'origine inexplicable, qui ont été enregistrés dans les salles sombres. Certaines voix criaient désespérément « Sortez-nous de là !» D'autres insultaient et d'autres voix faisaient référence à leur maladie. À l'heure d'aujourd'hui, le site est désormais clôturé et fait l'objet de patrouilles policières. Mais de nombreux explorateurs curieux continuent de s'y rendre dans l'espoir d'y voir des fantômes. La station maudite. Selon la légende urbaine entretenue depuis des décennies, les employés du métro de la ville de Barcelone n'aimeraient pas travailler de nuit dans la station Rocafort. La raison ? La station serait hantée. Cette frayeur collective provient d'une série de suicides qui auraient eu lieu dans les années 1930. 4 personnes se seraient donné la mort en se jetant sur les rails, en l'espace d'1 mois à peine. La rumeur explique que la nuit, après le passage du dernier train, et donc une fois que l'accès aux stations est fermé au public, des personnes ont été vues sur les quais grâce aux moniteurs de contrôle. Mais il n'y avait pourtant personne après vérification par les agents de sécurité. D'autre part, certaines personnes assurant avoir une hypersensibilité affirment avoir ressenti de très étranges sensations dans cette station, plus particulièrement dans les couloirs de sortie. La maison maudite de l'alchimiste. Dans le centre de Barcelone, une petite maison à l'angle de la rue Cal et Manuel Ribé abrite une légende ancienne. L'histoire raconte qu'au XVIe siècle, un homme de confession juive y vivait avec sa fille, l'une des plus belles de la ville. Certains le nommaient sorcier et d'autres l'alchimiste, car le vieil homme réalisait des sortilèges et des potions. La fille de l'alchimiste sortait avec un jeune homme de confession chrétienne, mais lassée de devoir se cacher, elle demanda au jeune homme de l'épouser. Celui-ci préféra refuser, compte tenu de leurs religions différentes, et la fille rompit avec lui. Vexé, le jeune homme aurait alors contacté l'alchimiste pour se venger, en lui demandant une fleur empoisonnée pour tuer une femme. L'alchimiste s'exécuta sans savoir à qui elle était destinée, mais quand il se rendit compte de son erreur, sa fille était déjà morte. Il abandonna alors sa maison après l'avoir maudite. Le cœur d'Alfonso le Sage.
À Murcia, ou Murcie, selon la prononciation, commune située en Espagne, se trouve la cathédrale Sainte-Marie, nommée plus communément la cathédrale de Murcie, principal édifice religieux de la ville de Murcie. Et sous l'autel principal de la cathédrale sont enterrés le cœur et les entrailles d'Alfonso le Sage, roi de Castille et de Léon, et aussi roi des Romains. Mais bon, on va pas faire un cours d'histoire sinon ça va être trop long. Alfonso le Sage écrivit dans son testament qu'il désirait, après sa mort, donner son cœur à Murcie. Pour le roi, il s'agissait d'une preuve d'amour envers ses terres et pour remercier la ville de la fidélité qu'elle lui avait montrée. Quand Alfonso le Sage décéda en 1284, sa requête fut honorée et son cœur fut placé dans une urne. Celle-ci fut déposée dans la cathédrale de Murcia comme il le souhaitait. En 1547, une clôture a été installée pour protéger l'urne contenant le cœur du roi. Cependant, cette clôture originale n'est plus aujourd'hui, car un incendie a brûlé une grande partie de l'intérieur du temple, provoquant des pertes considérables. Mais mystérieusement, la chapelle du roi n'a pas brûlé. C'était comme si l'incendie s'était arrêté et s'était contenté de faire fondre la clôture, et le cœur du roi est resté intact. On dit que l'incendie a battu en retraite face au cœur, tant celui-ci était sacré et était rempli d'amour pour la région de Murcie. La malédiction du théâtre de Roméa. Le théâtre le plus majestueux et emblématique de la ville de Murcia a lui aussi sa sombre légende. Selon la légende, le bâtiment se dresse sur un terrain exproprié de l'ancien couvent de Santo Domingo, où les moines avaient un cimetière et quelques vergers. Cette offense déclencha la colère des frères dominicains, qui maudirent le projet de construction par la prédiction de 3 incendies. Et là, tenez-vous bien les amis, il y a eu effectivement 2 incendies. Le premier a eu lieu un matin de 1877 et n'a causé que des dommages matériels. Mais 22 ans plus tard, un second incendie a dévasté le théâtre et provoqué la mort tragique d'un jeune garçon de 17 ans. Et le comble de tout ça, c'est que le titre de la pièce jouée ce jour-là était « La zarzuela jouée avec le feu ». La malédiction raconte que le prochain incendie provoquerait un massacre lors d'un spectacle où l'intégralité des billets serait vendue. Ce jour-là, le théâtre serait entièrement détruit. Afin de contrecarrer la malédiction, les habitants de Murcia ont créé une tradition, celle de toujours laisser un billet invendu à la billetterie, afin d'empêcher la prophétie de se réaliser. Et c'est là, comme par hasard, t'as un mec qui vient d'être embauché pour vendre les billets, et ce con, il les vend tous. Eh merde, on n'a pas brillé fait Diego. Zut. C'est pour cela qu'il y aura toujours un siège vide dans le théâtre Roméa. Il plaisante vraiment pas avec les légendes là-bas. Bon, en même temps, au bout du 2e incendie, oui, je comprends. L'hôpital abandonné del Thorax. Il s'agit d'un ancien hôpital sur la commune de Terrassa, juste à côté de Barcelone. Ouvert en 1952, il était destiné à accueillir des personnes souffrant de maladies respiratoires et pulmonaires. Rapidement, l'établissement lève de nombreuses rumeurs à cause du nombre très important de suicides chez ses patients. On dit qu'il se jetait des étages en direction du jardin. Une autre rumeur explique que la mort lente et douloureuse qu'expérimentaient les patients de cet hôpital les poussait au suicide. L'hôpital fut fermé en 1986 et rouvrit ses portes pour accueillir des équipes de tournage de films d'horreur. Les rumeurs reprirent de plus belle en 2003 lorsqu'un jeune homme fut arrêté par la police pour avoir pénétré dans l'ancien hôpital et en être ressorti avec un fœtus humain dans du formol. Plutôt surprenant pour un hôpital dédié aux maladies respiratoires. L'hôtel de la terreur. Parmi les légendes urbaines les plus anciennes, l'une d'entre elles a de quoi effrayer les visiteurs de Barcelone. L'hôtel Flor de Lis est une auberge qui existait au XVe siècle dans la rue du même nom. La légende parle d'un hôtel maléfique dans lequel les étrangers qui y pénétraient n'en ressortaient plus. On ne retrouvait pas de corps, ils étaient alors simplement portés disparus. Une explication macabre est alors avancée. Les riches clients auraient été tués dans leur sommeil pour être dérobés. Puis, ils auraient été cuisinés et servis à table aux victimes suivantes. Les fantômes du métro. Il y a quelques années, une série d'accidents dramatiques se sont déroulés dans le métro de Barcelone, suite à un jeu mortel auquel se prêtaient quelques téméraires. Ils s'accrochaient derrière ou au-dessus des wagons à la quête de sensations fortes. Malheureusement, certains d'entre eux furent violemment électrocutés ou décédèrent d'une chute. Certaines personnes, usagers ou employés du métro, assurent voir des ombres se déplacer lors des derniers métros de nuit, particulièrement dans la station Plaça Catalunya. Placeta d'en Marcus. Cette petite place du quartier Gótico aurait été le lieu d'exécution et de torture des prisonniers à l'époque médiévale. Depuis, on dit que de nombreux phénomènes paranormaux peuvent être observés sur cette place, où les âmes des personnes torturées à mort continuent d'errer.
Carrer Moncada. Cette rue du Born est l'une des plus anciennes du quartier. Elle entretient des légendes de fantômes qui hanteraient ses murs durant la nuit. La rumeur vient du fait que de nombreux assassinats ont eu lieu dans cette rue, que ce soit au XVIIIe siècle ou de nos jours. Les âmes des personnes assassinées seraient restées sur les pavés pour se venger. L'ancien cimetière de Corralès. Juste derrière le marché de la Boqueria, il y a un espace de jeu pour enfants. Difficile d'imaginer que ce lieu plein de vie était autrefois le cimetière de l'hôpital de Sainte-Pau. Les patients de cet hôpital étaient généralement des vagabonds ou des personnes pauvres dont les familles ne pouvaient pas payer les enterrements. Les corps étaient donc stockés dans ce cimetière, dans des caisses en bois, mais très vite, une fosse commune fut utilisée. On dit même que les propres mourants de l'hôpital ont été chargés de creuser cette fosse et d'y entreposer les corps. Voilà pourquoi l'endroit serait chargé de douleur et de tristesse. Le cimetière a ensuite été fermé par la ville et recouvert. La princesse russe de la Isla del Barón. La princesse russe de la Isla del Barón est l'une des légendes d'Espagne les moins connues. La plus grande île de la Mar Menor est connue sous le nom d'Isla Mayor ou île du Baron. Le surnom du baron vient du baron de Benifaio, un noble italien exilé après avoir tué en duel un autre homme. Sa captivité dans la Mar Menor commença en 1867 et se termina en 1878. Année où, amoureux de l'île et du lieu où elle se trouve, il décida de l'acheter et de construire un palais conçu par l'architecte Lorenzo Alvarez. Le baron était très orgueilleux et adorait organiser des fêtes afin de montrer à ses invités l'ampleur de sa richesse. Régulièrement, une noble famille russe se rendait à ses réceptions, toujours accompagnée de leur fille, Yelena, qui était très belle. Le baron, plus âgé qu'elle, en tomba follement amoureux et demanda la main de la jeune fille. La famille, ruinée, vit une occasion unique de récupérer leur fortune perdue et accepta la requête. Cependant, la belle Yelena n'était pas d'accord et refusait de se marier avec le baron. Son refus ne fut pas entendu, elle fut mariée de force et retenue prisonnière dans l'île. Elle devint rapidement triste et sa seule consolation était de se balader sur l'île. Elle errait, complètement nue, sur la plage. Les pêcheurs pouvaient contempler la beauté et la nudité de cette femme et ne s'en privaient pas. Rapidement, tout le monde sut que la belle Yelena se baladait nue. Mais sentant son honneur bafoué et comprenant que jamais sa femme ne l'aimerait, le baron assassina sa femme un soir sur la plage pendant que les invités profitaient de la fête. Jamais le corps de la pauvre princesse russe ne fut retrouvé. Aujourd'hui, l'île est un sanctuaire écologique et le palais s'y dresse toujours. On prétend que le mauvais esprit du baron n'a jamais pu trouver la paix et demeure enfermé dans son château. Et parfois, il se manifesterait. En ce qui concerne Yelena, elle continuerait d'apparaître. De nombreux pêcheurs et marins ont assuré d'entendre à l'aube le fantôme de la jeune femme gémir et pleurer sa Russie natale. D'autres prétendent que son fantôme continue à parcourir les plages de l'île, complètement nu, puis disparaît dans la mer. Bon, les histoires sont terminées, j'espère qu'elles vous auront plu. C'est complètement différent que les légendes japonaises, je trouve, mais je trouve ça hyper intéressant. C'est peut-être moins flippant, enfin pour ma part, je trouve ça moins flippant, mais je trouve ça hyper intéressant et j'ai vraiment kiffé vous les raconter, quoi. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Moi, c'était vraiment un plaisir. Comme d'habitude. Si vous avez aimé, du coup, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne, à mettre la petite cloche de notification. Ah oui, faites attention à ça parce que même moi ça me le fait. Des fois ça enlève les notifications. Enfin ça vous les met pas. Du coup voilà, n'hésitez pas aussi à partager, ça fait super plaisir et puis du coup ça donne de la force quoi. Donc voilà. Et puis encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce magnifique outfit vous aura plu aussi. En vrai, c'est une robe que j'ai achetée et j'étais complètement déçue. Je ressemble à un sapin de Noël, mais rouge. Mais bon, je voulais mettre une petite note un petit peu espagnole et j'avais que ça. Désolée. On fait avec les moyens du bord, les gars. C'est l'intention qui compte. Au moins, il y a l'intention. Bref, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon à quelle heure vous regardez la vidéo. Et puis moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!